je suis ravie de participer à cette 7e journée, un 7 février, pour vous parler de où nous en sommes pour les essais cliniques concernant le mélanome nuvéal en 24-25. Donc il y a des diapos que vous avez déjà vus l'année dernière, parce qu'on n'invente pas des médicaments tous les ans, mais je me suis dit que c'était bien qu'on y revienne un petit peu, avec notamment le tebentafusp qui a dû être abordé. Donc vous vous rappelez que ce médicament, c'est une nouvelle classe de médicaments, c'est ce qu'on appelle une immunothérapie bispécifique. Et donc ce médicament, il va créer une synapse immunologique. Une synapse, c'est une communication entre des cellules. Donc lui, il va mettre en rapport les lymphocytes T dont vous a parlé Sol tout à l'heure, les CD3+, et les cellules tumorales qui expriment à leur surface une protéine qui s'appelle GP100 pour glycoprotéine 100 et qui est ubiquitaire sur les cellules de type mélanocyte, donc les cellules de la peau. Donc vous avez à droite un mélanocyte normal, et donc c'est ce qui est en marron, les cellules qui expriment la GP100. Et vous voyez qu'il y a une hyperexpression dans des cellules de mélanome, qu'on parle d'ailleurs de cellules de mélanome cutané ou de mélanome uvéal. Et donc le tebentafusp, il va forcer le lymphocyte T à accrocher la cellule tumorale via le plateau de présentation qui est HLA A0201. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas recevoir le tebentafusp, parce que si vous n'avez pas le plateau de présentation, il n'y a aucune chance que la cellule tumorale se mette en rapport avec la cellule T, enfin plutôt dans l'autre sens, et que le médicament agisse. Donc ce médicament, il a été développé, ça fait maintenant depuis, je crois, 2016 ou 2017, donc ça commence à dater. Et là, je vous montre les résultats de l'étude de phase 3. Donc vous avez tout compris maintenant ce que c'est qu'une étude de phase 3. C'est une étude qui va essayer de confirmer l'efficacité d'un médicament en le comparant à une stratégie habituelle. Alors vous allez me dire, c'est quoi la stratégie normale, habituelle, quand on a un mélanome uvéal métastatique ? Il n'y en a pas. Avant le tebentafusp, il n'y en a pas. Il n'y a pas de médicament de référence. Il y a différentes possibilités, mais elles sont toutes relativement inefficaces. Donc c'est pour ça que dans cet essai, le tebentafusp, il a été comparé à ce qu'on appelle choix de l'investigateur. En l'absence de traitement de référence, il peut y avoir plusieurs options. Ici, il y avait de la chimiothérapie et une immunothérapie avec un seul médicament, ipilimumab ou pembrolizumab, qui sont des immunothérapies qui toutes seules sont peu efficaces dans le mélanome uvéal, mais qui le sont très efficaces dans le mélanome de la peau. Donc tous les patients qui avaient un mélanome uvéal avec des métastases, qui étaient HLA A0201 positif et qui n'avaient jamais eu de traitement avant celui proposé par l'étude, étaient randomisés 2/1, ça veut dire 2 patients dans le groupe expérimental pendant qu'un patient a le traitement standard, entre le tebentafusp à des doses progressives pour en améliorer la tolérance, ou un traitement au choix de l'investigateur. Donc pour compléter ce qu'a dit Alexia, randomiser 2/1, c'est pour donner 2 fois plus de chances aux patients de recevoir le médicament à l'étude pour lequel on a déjà des résultats d'efficacité que l'on veut confirmer dans l'étude de phase 3. Donc c'est un peu une démarche éthique, si vous voulez. Je rentre dans cette étude, sur 3 malades inclus, 2 auront le traitement expérimental et 1 le traitement dit de référence. Le critère principal, elle a aussi parlé de critère principal et d'objectif principal tout à l'heure, c'est la survie globale des patients qui sont randomisés dans l'étude. Et puis il y avait tout un tas d'objectifs secondaires. Ici, vous avez représenté la population de l'étude. Dans une étude randomisée, ce qui est très important, c'est de s'assurer que les 2 groupes de patients, celui qui reçoit le traitement expérimental, celui qui reçoit le traitement standard, soient des groupes comparables en termes de critères. L'âge, le sexe, les critères pronostiques importants pour la maladie, le nombre de métastases, où est-ce qu'elles sont localisées, combien de temps elles sont apparues après le traitement de la tumeur primitive. Bref, qu'on compare des choses comparables. Si j'ai 2 groupes de patients qui, globalement, ont le même âge moyen, 64, 66, ont un temps écoulé depuis la maladie de l'œil
3 ans pour le groupe TB, 2,4 pour le traitement au choix de l'investigateur, etc. Si ces groupes sont comparables, toutes choses égales par ailleurs, alors s'il y a une différence, ça sera lié au médicament. Donc les premiers résultats de cette étude, pour laquelle il y a eu une première analyse après ce qu'on appelle un court follow-up, c'est-à-dire 14 mois seulement après l'entrée du premier malade dans l'étude, montrent déjà une différence. Ici, c'est ce qu'on appelle la survie sans progression. On commence le médicament de l'étude et on va évaluer la réponse à ce médicament par des examens radiologiques à un temps prédéterminé à l'avance. Ici, c'était après 9 semaines de traitement et on regarde s'il y a une différence entre les deux bras. Donc ici, il y a déjà une différence avec 14 mois de recul, survie sans progression à 6 mois, 31% des patients dans le groupe avec le tebentafusp, 19% dans le bras expérimental. Mais c'est une petite différence. Beaucoup plus intéressant, la différence en survie globale, qui dès cette première analyse était, on dit, significative statistiquement, c'est-à-dire on fait des tests statistiques qui confirment cette différence qui pourtant est visible à l'œil nu. La courbe bleue, la médiane de survie atteint 22 mois, la courbe verte, les patients traités au choix de l'investigateur, 16 mois. Donc, il y a une réduction du risque de décès lié à la maladie quand on reçoit du tebentafusp de presque 50% après 14 mois seulement de recul sur l'étude, ce qui est beaucoup et ce qui ne s'était jamais vu avec n'importe quel médicament avant celui-ci. Beaucoup plus intéressant, enfin encore très intéressant, cette différence en survie en faveur du médicament, elle existe aussi pour les patients en progression. Pour affirmer ou infirmer l'efficacité d'un médicament, on va mesurer sur des radios, sur des scanners, sur des IRM, des cibles. On choisit des métastases avant de commencer le traitement, on les mesure, le radiologue les mesure. Et c'est toujours les mêmes qu'il va suivre au cours du temps et regarder si elles grossissent, diminuent ou restent stables. Une progression, c'est une augmentation d'au moins 20% des lésions cibles, de la somme des lésions cibles. Une réponse, c'est une diminution d'au moins 30% de la somme des lésions cibles. Ça, c'est des conventions de mesure, de façon à ce que les choses soient reproductibles d'un radiologue à l'autre, d'un essai à l'autre, d'un investigateur à l'autre. Donc, chez les patients en progression, donc sous tebentafusp, leur cible augmente d'au moins 20%. La survie, la courbe en bleu, est meilleure que les mêmes patients en progression traités avec le traitement au choix de l'investigateur. Donc là, vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Le patient, il a une meilleure survie, mais sa maladie, elle grossit. Comment vous expliquez cela ? À ce stade, on n'avait pas d'explication. Dans le protocole, et ça aussi, c'était prévu au départ, avant d'inclure le premier patient, il était prévu qu'il était possible de traiter les patients après progression. C'est-à-dire, au moment de l'évaluation, si la maladie augmentait, il était possible, si l'investigateur pensait qu'il y avait un bénéfice clinique pour le patient, moins de douleur, une amélioration de sa prise de sang au niveau hépatique par exemple, de poursuivre le traitement avec un suivi régulier des images et des règles d'arrêt ou de poursuite du traitement. Presque 60% des patients ont bénéficié de ce traitement après progression dans l'étude en question et plus d'un tiers de ces patients ont pu avoir, donc au-delà de la première évaluation, soit une maladie qui, après avoir augmenté, se stabilisait, soit même diminuait. Donc ça veut dire qu'on n'a pas chopé au moment de la première évaluation la meilleure réponse au traitement. D'abord ça fait ça, après ça fait ça, et après ça fait ça, dans le meilleur des cas. Il y a des gens malheureusement qui ont augmenté, puis augmenté, puis augmenté, et on a arrêté le traitement. Mais certains, la première évaluation ne reflétait pas du tout le bénéfice du traitement. Ce qui veut dire que nos critères radiologiques ne sont pas suffisants pour capter le bénéfice lié à ce nouveau type de médicament. En aparté, les effets secondaires, ils sont liés au mécanisme d'action du médicament. C'est une immunothérapie qui active les cellules du système immunitaire. Donc on a une réaction de type immunitaire qu'on appelle le syndrome
de relargage des cytokines. Sous ce mot barbare, c'est une hypotension, une fièvre et une diminution de ce qu'on appelle l'oxygénation du sang, une hypoxie. Peuvent s'y associer des frissons, des nausées, une sensation de malaise. Le deuxième effet, c'est l'atteinte de la cible, de la protéine cible, qui est sur tous les mélanocytes et notamment de la peau. Donc ça va être tout type d'éruption cutanée, ça chauffe, ça gratte, ça desquame et ça disparaît avec le temps. C'est les deux types d'effets secondaires avec ce médicament qui vont diminuer au cours du temps en fréquence et en intensité, comme si le corps s'habituait un petit peu au médicament. C'est pourquoi on l'administre pour les 3 premières fois à dose progressivement croissante. C'est pourquoi vous restez le soir de l'administration des 3 premières perfusions une nuit à l'hôpital en surveillance pour que les équipes infirmières, les médecins puissent s'occuper de vous, vous donner un antipyrétique s'il y a de la fièvre, un antihistaminique si ça gratte, vous hydrater, vous perfuser, etc. Donner tous les médicaments qui font que le lendemain matin, ça va mieux. On fait ça 3 fois de suite et à partir de la 4e injection, les effets secondaires s'amenuisent, disparaissent. D'autres vont apparaître plus tard, comme la décoloration des poils, les décolorations de la peau. Et ça, ça fait pas mal, hein. C'est juste qu'on a les cheveux blancs, les poils blancs et la peau décolorée avec parfois des taches qui apparaissent, notamment avec le soleil. Ça s'appelle du vitiligo. Donc, il y a une très bonne tolérance. Moins de 2% des patients ont besoin d'un arrêt, d'une suspension du traitement à cause d'un effet secondaire. En 2023, on a mis à jour les résultats de cette étude avec non plus 14 mois, mais 3 ans, 36 mois de suivi. Et les mêmes résultats ont été retrouvés avec le même bénéfice au profit du tebentafusp. Je n'ai pas mis la courbe, mais le même bénéfice également chez les patients en progression. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un swimming plot. Donc comme si c'était une piscine et que chaque barre horizontale, c'était un couloir de nage. Donc les barres en bordeaux, c'est les patients sous tebentafusp. Les barres en bleu, c'est les patients dans l'autre bras, au choix de l'investigateur. Donc vous voyez bien que chaque patient bordeaux, il nage plus longtemps, plus loin que les patients en bleu. Et ils sont plus nombreux à nager plus longtemps et plus loin. Ce plus longtemps et plus loin, c'est la réponse, la diminution de la maladie sous traitement. Donc les réponses sont plus fréquentes et plus longues qu'avec le bras investigateur. Pour autant, au choix de l'investigateur, il y a peu de réponses au sens diminution de plus de 30%, 11% dans le bras tebentafusp et 5% dans le bras au choix de l'investigateur. Tous les patients qui ont une réduction même inférieure à 30% de leur maladie sous tebentafusp, ils ont un bénéfice en survie pour la plupart d'entre eux. Donc la quantification radiologique n'est pas suffisante pour savoir quels sont les bons patients qui vont bénéficier le mieux du médicament. Il y a donc eu des essais concernant l'ADN tumoral circulant. Je crois que vous en avez aussi entendu parler ce matin ou en tout cas l'année dernière. Donc ça faisait partie de cette étude de phase 3. Donc c'est quoi l'ADN tumoral circulant ? C'est des petits bouts d'ADN des cellules tumorales qui circulent dans le sang, soit parce qu'il y a une grosse charge tumorale dans l'organisme, beaucoup de métastases dans le foie, soit parce qu'il y a un médicament qui a détruit des cellules tumorales et qu'il y a de l'ADN qui circule tout seul dans le sang du patient. L'intérêt dans cette maladie, c'est qu'il y a des mutations qui sont repérables sur les cellules de mélanome uvéal, un petit nombre de mutations pour la grande majorité des cellules et qu'on va utiliser pour essayer de repérer les cellules tumorales dans le sang parmi des petits bouts d'ADN non tumorales de cellules normales qui ne porteraient pas ces mutations. Donc, en utilisant des techniques de biologie moléculaire, on est capable de détecter chez les patients métastatiques de l'ADN tumoral circulant chez à peu près 60% des patients, et c'est corrélé à la masse tumorale. Plus la masse tumorale est importante, plus on a de chances de le détecter, et plus le taux risque d'être élevé. Ça a été fait dans cette étude pour les patients traités par tebentafusp avant le traitement, à l'évaluation qui était dans ce protocole après 9 semaines de traitement.
parmi les patients pour lesquels on avait détecté de l'ADN tumoral circulant, 88% d'entre eux ont eu une diminution de cet ADN tumoral circulant au bout de 9 semaines de traitement. Et parmi ces 88%, c'est beaucoup, 88%, 37% des patients ont eu une disparition complète. On ne pouvait plus détecter l'ADN tumoral dans le sang à 9 semaines de traitement. On a regardé s'il y avait une corrélation entre l'évolution de ce taux chez les patients pour lesquels il y avait une détection au départ, donc c'est quand même que 60% des malades, et leur évolution sous traitement. Eh bien oui, il y a une corrélation. Pour tous les patients pour lesquels il y a une diminution d'au moins 50%, et a fortiori pour ceux qui négativent l'ADN tumoral circulant à 9 semaines, il y a une amélioration de la survie. Ceci est vrai même chez les patients qui ont une progression tumorale si on regarde leur radio. C'est compliqué ce que je dis. Donc, on a un traitement, on l'évalue par des scanners ou des IRM, ça grossit. Mince, c'est une mauvaise nouvelle. Et puis quand on regarde les taux d'ADN tumoral circulant, il était positif au départ, au moment de l'évaluation, il s'est négativé. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le critère standard, c'est l'évaluation radiologique, les images avec le radiologue. Mais est-ce que ajouter ce taux d'ADN tumoral circulant, quand bien même il est détectable au départ, pourrait nous aider à prendre des décisions concernant la conduite du traitement? Donc, c'est toutes les questions qu'on se pose. Je vais commencer par celui-là, et après je reviendrai. Les questions, c'est ce qu'on appelle le monitoring de la réponse. Quelle est la durée optimale du traitement? Quand est-ce que je dois l'arrêter? S'il y a une progression à 3 mois, est-ce que je dois l'arrêter? Est-ce que je dois lui donner encore un petit peu de temps pour espérer qu'il y ait une réponse différée? Chez qui je vais l'arrêter précocement? Chez qui je vais continuer à traiter? Est-ce que les patients qui sont en progression à la première évaluation, je vais continuer le traitement, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'il n'y aurait pas un traitement de relais derrière le tebentafusp qui pourrait être efficace, qui pourrait en quelque sorte améliorer la réponse immunitaire d'un terrain préparé par un premier type d'immunothérapie? Comment je peux me servir de l'ADN tumoral circulant pour décider que je continue ou que j'arrête? Et enfin, c'est une question plus pour les biologistes, par quel mécanisme la cellule est-elle résistante? La maladie est-elle résistante à ce type d'immunothérapie? D'emblée, parce qu'il y a des patients chez qui, dès le début, ça ne marche pas. Il y a des patients qui ont une grosse masse tumorale, pour lesquels ça ne va pas marcher dès le début, et on le voit très bien. Et puis, il y en a d'autres chez qui ça marche au début, puis ça ne marche plus au bout d'un certain temps, 6 mois, 9 mois, 1 an. Donc, quels sont les mécanismes de résistance qui sont développés par la maladie? Donc, tout ça, c'est un champ de recherche qui s'ouvre avec ce nouveau médicament. Alors, on en est aujourd'hui en vie réelle. Je vous l'ai dit, on a commencé à utiliser le médicament en 2016-2017 pour les essais cliniques. Le tebentafusp, le nom commercial, c'est Kimmtrak. Il a obtenu le statut de médicament orphelin, c'est-à-dire utilisé dans une maladie rare, une maladie orpheline, en février 2021. Sur les premiers résultats donc, de 2021, après 14 mois de suivi, il a été autorisé par la FDA aux États-Unis et quasiment en janvier 2022 et quasiment en même temps par l'Agence du médicament européenne pour le marché européen parce que les autorisations sont séparées. En France, le médicament, il a eu ce qu'on appelle une autorisation d'accès précoce dès janvier 2022. C'est quoi un accès précoce? C'est une prescription hospitalière nominative, donc on prescrit pour un patient, par les médecins dans les centres qui avaient participé aux essais cliniques initiaux du médicament. Et puis ensuite, c'est étendu à d'autres centres en France. Et enfin, le médicament, il a été évalué par la Haute Autorité de Santé, ce qu'on appelle la Commission de transparence en janvier 2023. Donc là, avec le suivi un petit peu plus long. Et là, on étudie ce qu'on appelle le service médical rendu. Et le comité a considéré qu'il était important, le service médical rendu avec ce médicament, avec une amélioration du service médical rendu
côté 3, donc pas important. Ils ont considéré que c'était modéré, mais bon, c'est leur décision. Et l'étape suivante, c'est le remboursement par la sécurité sociale, une fois que le prix est fixé, en négociation avec le laboratoire pharmaceutique. Tant que le prix n'est pas fixé par la sécurité sociale, le laboratoire est obligé de fournir le médicament à tous les patients qui relèvent de l'indication pour laquelle ils ont eu l'AMM. Ça s'appelle de l'éthique. On a un médicament qui améliore la survie des patients en attendant qu'il soit commercialisé. Chaque pays européen étant souverain dans la fixation de son prix et son autorisation sur son territoire, même s'il y a une autorisation de mise sur le marché qui est supranationale au niveau européen aujourd'hui. Donc, ce prix devrait être fixé avant l'été 2025, mais il a fallu presque 18 mois de négociation pour trouver un prix, si j'ai bien compris. La commission de transparence, elle a émis 2 recommandations lorsqu'elle a donné le SMR et la SMR au Tebentafusp. Premièrement, que les prescriptions soient validées en réunion de concertation pluridisciplinaire et conditionnées à un typage HLA 0201 positif. Ça veut dire que les patients qui sont HLA 0201 pas positifs, négatifs, ne peuvent recevoir ce médicament. Ce n'est pas la peine d'essayer de leur donner alors qu'ils ne sont pas dans l'indication. Et la validation en réunion multidisciplinaire, ça permet dans une maladie rare d'être sûr que ceux qui décident que le médicament est indiqué pour cette situation, cette décision, elle est prise par des docteurs qui ont l'habitude de traiter les patients atteints de cette maladie rare. Enfin, la commission, elle a demandé premièrement d'être tenue au courant de l'analyse finale de l'étude, donc ça a été fait, et que soit mis en place un registre pour suivre tous les patients qui allaient être suivis, traités par Tebentafusp au-delà de l'étude clinique, parce que plus le nombre de patients traités augmente, plus on a de risques de voir surgir des effets indésirables de faible fréquence, qui sont rares, et plus on a de chances que l'efficacité qu'on a éventuellement enregistrée sur 20 malades ou 200 malades, quand on arrive à 2000 malades, elle se tasse un petit peu. Donc c'est le post-AMM, ça me paraît tout à fait normal. Eh bien, le registre rétrospectif des patients traités dans le cadre de l'accès précoce, il a été mis en place, il est coordonné par l'Institut Curie et il s'appelle en France Primum. Et il y a déjà des études en vie réelle qui ont été faites avec les patients traités par Tebentafusp après l'essai clinique. Une première publication en Allemagne, une deuxième en France avec notamment les patients de l'Institut Curie, et en cours une étude européenne qui rassemble différents centres du réseau européen qu'on appelle Euracan. C'est important de noter que dans ces 3 études, les résultats en termes de tolérance et d'efficacité en vie réelle sont comparables à ceux de l'essai clinique. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que pour entrer dans un essai clinique, il faut remplir un certain nombre de critères et il faut être en bonne forme. Pour résumer, il ne faut pas avoir eu un cancer l'année dernière ou il y a 2 ans pour lequel vous avez eu de la chimiothérapie ou vous avez encore une hormonothérapie si c'est un cancer du sein. Il ne faut pas avoir une maladie grave cardiovasculaire, rénale, psychiatrique qui vous empêche de suivre le calendrier de l'étude et qui pourrait être la cause d'interactions médicamenteuses graves et donc mettre en jeu votre santé, voire votre vie. Il faut être dans un bon état général, avoir un rein qui fonctionne, un foie qui fonctionne, un cœur qui fonctionne. Bref, les patients qui rentrent dans les essais cliniques sont en général en meilleure santé que ceux qui sont traités en vie réelle. Or, avoir ici des résultats comparables en termes d'efficacité et de tolérance en vie réelle, ça conforte de façon importante les résultats des essais cliniques et donc de l'essai de phase 3 avec le Tebentafusp. On a parlé du monitoring de la réponse et de l'ADN tumoral circulant, mais ce médicament, il nous ouvre un champ de recherche clinique. En situation métastatique, est-ce qu'on va le combiner à un autre médicament? L'immunothérapie classique, pourquoi pas? Laquelle? Et selon quel schéma? Il faut les donner en même temps, l'un après l'autre, pendant combien de temps? Tout ça, c'est des essais cliniques pour essayer de trouver la meilleure combinaison.
Est-ce qu'il y a un intérêt à les associer à un traitement des métastases? Vous savez que c'est le plus souvent au niveau du foie. Si on est capable de contrôler la maladie générale, peut-être que les traitements locaux régionaux et notamment du foie, ils vont avoir un regain d'intérêt et que c'est la combinaison des deux qui va encore permettre d'améliorer la survie des patients. Est-ce qu'il faut le combiner à un autre médicament innovant? Il y a un petit frère du tebentafusp qui est développé par le même laboratoire, qui est un autre bispécifique, qui s'appelle le brenetafusp. Donc peut-être que c'est cette association qui aura un jour un rôle dans la maladie métastatique du mélanome uvéal. Et puis le développement le plus innovant aujourd'hui, c'est l'utilisation du médicament en situation adjuvante, c'est-à-dire après le traitement de la maladie de l'œil. C'est un essai mondial qui s'appelle ATOM. Donc on va donner 6 mois de tebentafusp après le traitement de l'œil versus pas. Donc là, c'est une observation, c'est-à-dire le suivi habituel des patients, il n'y a pas de placebo. Chez les patients HLA A02, 01 positif, bien sûr, qui ont un haut risque de rechute après le traitement local de leur maladie. Donc là, les patients sont randomisés 1 sur 1, donc un patient TB, un patient observation. Dans les 12 semaines qui suivent le traitement de l'œil, qu'il s'agisse d'une énucléation ou d'une radiothérapie, entre 6 mois de tebentafusp, selon les mêmes modalités qu'en situation métastatique. J'augmente la dose les 3 premières fois et je reste à l'hôpital un jour, et ensuite je passe en hôpital 2 jours, une perfusion par semaine pendant 6 mois, versus observation qui est là trimestrielle, avec surtout l'imagerie hépatique à la recherche des métastases hépatiques. 290 patients vont être inclus dans cette étude. C'est un calcul statistique qui repose sur l'hypothèse de réduire le risque de rechute à 10 ans de 60 à 40%. Cette étude, elle vient de commencer. La France y participe dans l'Institut Curie. Manuel a parlé tout à l'heure de la cohorte Salomé. Donc ça, c'est une cohorte qui existe depuis 4 ans et demi maintenant. Oui, c'est ça, juillet 2020. Donc c'est ce qu'on appelle une cohorte prospective. Donc là, il n'y a pas de médicament, mais c'est quand même une recherche pour laquelle on vous a demandé votre consentement, qui repose sur, premièrement, un suivi adapté au risque, en fonction de la taille tumorale, en fonction des caractéristiques génétiques de la tumeur, si elle a été prélevée au moment prélevée au moment de l'énucléation ou analysée par une biopsie au moment de la pose des clips, on sait si vous êtes à haut risque ou à bas risque de rechute. Et on va proposer chez les patients à haut risque de rechute, par la taille ou l'analyse génétique de la tumeur, des IRM semestriels. Ça, c'est le premier volet qui nous paraît du soin, c'est-à-dire proposer un suivi adapté au risque. Comme Manuel l'a dit tout à l'heure, des prélèvements sanguins tous les 6 mois sont réalisés, mis au congélateur et seront utilisés pour essayer de chercher un biomarqueur, c'est-à-dire quelque chose dans le sang qui pourrait nous dire avant l'IRM, attention, ce patient, il a déjà rechuté ou il a plus haut risque de rechute. Et enfin, il y a un troisième volet qui est un volet psychologique. On s'intéresse à savoir comment vous recevez l'information qu'on vous donne en ophtalmologie et en oncologie sur la perception de ce risque. Est-ce que cette information, elle est adaptée à ce que vous souhaitez comme information ou pas? On n'est pas tous égaux devant ce qu'on souhaite entendre ou ne pas entendre de la part du médecin. Est-ce que vous comprenez ce qu'on vous explique? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Donc ça nous intéresse de façon importante aussi de savoir comment vous recevez cette information. Donc Salomé, c'est une cohorte sans médicaments, mais c'est quand même de la recherche, alors que l'essai Atome dont je vous ai parlé juste avant, il y a un médicament dans la même situation adjuvante. J'ai fait 2 slides pour essayer de mettre à jour ce qu'on propose dans les traitements intrahépatiques, puisque dans la grande majorité des cas, les premières métastases, elles apparaissent dans le foie. Donc c'est logique d'essayer de traiter directement le foie. Il n'y a que 10% des patients qui peuvent être opérés de leur métastase hépatique. Nous, on dit à visée curative, c'est-à-dire pour les enlever de façon définitive. S'il y a trop de lésions dans le foie, on peut en enlever 1 ou 2, mais ça ne guérira pas le patient de ses métastases. Donc on a sans doute intérêt à faire un autre type de traitement que l'opération. Donc ça existe depuis longtemps, les traitements à l'intérieur du foie. Il n'y a pas beaucoup d'essais randomisés qui regardent l'intérêt d'un traitement à l'intérieur du foie. Donc là, j'ai mis les 3 principaux. Il y en a un qui est ancien, qui a plus de 10 ans,
qui a été initié par les ORTC, donc comme l'essai Atoms, qui est un organisme de recherche contre le cancer européen. Donc là, il y avait 170 patients qui n'avaient que des métastases dans le foie. Et on a regardé, en utilisant le meilleur médicament qui existait à l'époque, une chimiothérapie, si c'était mieux de la mettre par voie veineuse ou directement en intra-artériel dans le foie. Si en allant traiter directement le foie, ce qui permet de mettre au contact de la tumeur la chimiothérapie et de réduire le risque d'effets secondaires qu'on appelle systémiques des autres organes, est-ce que c'était plus efficace? Ça l'est, mais ça l'est pas. Donc, il y a un peu plus de réponses et de la survie sans progression, elle est un peu plus importante. C'est la courbe verte avec le traitement directement dans le foie, mais la survie globale, elle est inchangée. Voilà. Et c'est le cas des techniques plus récentes, ce qu'on appelle les perfusions isolées de foie. Donc au milieu, c'est une perfusion isolée de foie avec une circulation extracorporelle. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Il ne faut pas être cardiaque, il faut aller en réanimation. On va mettre une haute dose de chimiothérapie directement dans cette circulation extracorporelle. C'est l'essai Scandium qui est fait en Scandinavie. Et encore plus récemment, on a ce qu'on appelle un système de perfusion percutanée qui évite la circulation extracorporelle avec un dispositif qui s'appelle Delcat, Chemocat en Europe. Tous ces essais montrent une amélioration du contrôle de la maladie hépatique, mais pas de contrôle de la maladie générale. Donc pas de bénéfice en survie. C'est des traitements toxiques qui nécessitent des équipes entraînées, parce que ce n'est pas simple à faire. Donc, c'est une alternative. Il faut discuter ça avec nos collègues chirurgiens et radiologues interventionnels. Et c'est surtout pour des patients qui vont avoir une maladie lentement évolutive et limitée dans le foie. Nous, plus on a d'options, plus on est content, parce qu'on peut utiliser différents types de traitements pour traiter cette maladie. Mais ce n'est pas le meilleur traitement aujourd'hui. Et ça, c'est les études qui sont en cours, les essais cliniques, parce qu'il y a des essais cliniques pour les traitements intrahépatiques. Donc, vous avez ce qu'on appelle la radiothérapie stéréotaxique. Donc, on va traiter par radiothérapie des zones très localisées du foie, parce qu'on ne peut pas irradier le foie tout entier. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la radiothérapie faible dose, donc, qui a montré une efficacité dans des tumeurs cérébrales, par exemple les glioblastomes, et qui est utilisée en combinaison avec l'immunothérapie. Donc ça, c'est en cours dans le mélanome uvéal. On a la suite de la perfusion isolée de foie avec la chimiothérapie associée à l'immunothérapie. Est-ce que ça va faire mieux? Et puis enfin, on a des injections intratumorales avec des produits qui sont dérivés de virus inactivés sur lesquels qu'on a chargé avec des protéines qui vont aller cibler les cellules tumorales, empêcher leur prolifération et créer ce qu'on appelle une mort cellulaire. Là, c'est des injections intratumorales. Donc ça, c'est compliqué parce qu'il faut aller injecter plusieurs fois les métastases dans le foie directement. Tous ces essais sont en cours. On n'a évidemment pas les résultats. Il y a 2 études qui viennent de se terminer aux inclusions à l'Institut Curie que je voudrais mentionner. L'essai Plume, qui est une étude de phase 2, associant un médicament d'immunothérapie, le pembrolizumab, et un anti-angiogénique, le lenvatinib. 54 patients ont été traités en 2 cohortes, ceux qui avaient déjà reçu du tebentafusp et ceux qui n'avaient jamais eu de traitement. 54 patients ont été inclus. Donc, les inclusions sont closes, donc on ne peut pas ajouter de nouveaux patients. Maintenant, il faut suivre les patients. Et lorsqu'on sera arrivé à la durée prévue par l'étude de suivi, analyser les résultats. Et la deuxième étude qui vient de se terminer, c'est l'étude Early Together. Donc, c'est quoi cette étude? C'est une étude de soins de support dont l'objectif principal est d'évaluer si l'introduction précoce des soins de support associés au traitement médical oncologique d'une maladie métastatique améliore la réponse aux besoins exprimés par le patient sous forme de questionnaire à remplir à différents moments de sa prise en charge. Donc cette étude, elle a été faite sur 2 centres en France, Paris et Nice. Les 162 patients ont été inclus. Les inclusions sont closes, ça fait 1 an.
il y avait 1 an de suivi jusqu'au dernier patient. Donc là, Alexia et son équipe sont en train de faire l'analyse et on espère avoir des résultats dans les semaines à venir. Venons-en au traitement ciblé. La moitié des patients caucasiens ça veut dire de race blanche, ne sont pas HLA A02, 01 positifs. Certains patients sous tebentafus vont progresser, donc il nous faut d'autres innovations. Donc les innovations, elles viennent de l'observation et de la décortication par les chercheurs des voies métaboliques qui sont surexprimées, qui sont mutées, qui sont anormales dans une cellule de mélanome uvéale. Les mutations qui sont à l'origine de la prolifération des cellules, c'est dans 90% des mutations d'une G-protéine, les mutations GNAQ, des gènes GNAQ, GNA11 qui régissent le fonctionnement de cette G-protéine. Quand elle est mutée, suractivée, elle va activer les voies métaboliques d'aval, c'est-à-dire après. Et donc, ça va emballer la prolifération de la cellule qui échappe à tout contrôle. Pendant longtemps, on n'a pas été capable de cibler directement ces mutations GNAQ, GNA11. On ne trouvait pas de médicaments qui puissent directement agir sur ces mutations. Donc, on a essayé d'agir en aval. C'est les petits ciseaux qui sont représentés. Donc, on a utilisé des médicaments qui agissaient sur la voie AKT. Pourquoi ça ne marche plus, ça? Bon, j'ai plus de souris. Le tramétinib, à gauche, et puis sur la voie des MAP kinases, avec les inhibiteurs de PKC, sotrastorine et plus récemment Alixès ou darovasertib. Ouais. Allô? Ah, ça y est, c'est revenu. Voilà. Un MEK inhibiteur, le sélumétinib, et un ERK inhibiteur, le BVD 523. Les résultats de ces médicaments, étudiés bien évidemment au laboratoire avant d'aller en clinique, soit sur des cellules, des modèles cellulaires, soit chez des animaux, des souris sur lesquelles on avait implanté de la tumeur mélanome uvéale. Les essais chez l'homme n'ont pas été concluants. Au mieux, on a été capable de stabiliser un certain nombre de patients, mais pas vraiment de faire diminuer, encore moins de faire disparaître la maladie. Plus récemment, et c'est ce qui est en rouge, et c'est ce que je vais développer, il y a 3 médicaments intéressants. Le premier, c'est le DIP 688, qui est le premier inhibiteur direct de GNAQ-GNA11. Et le deuxième, c'est l'association du darovasertib, qui est un inhibiteur de PKC de 2e génération, avec un MET inhibiteur, qui est le crizotinib. Alors, c'est quoi le DIP 688? Donc, c'est un médicament particulier, ça s'appelle un conjugué anticorps médicament, antibody drug conjugate en anglais. Donc, c'est un peu même construction que le tebentafus, c'est-à-dire qu'on va cibler les cellules tumorales en essayant d'épargner les cellules saines avec un anticorps qui est lié à ce qu'on appelle une charge utile ou un médicament anticancéreux, donc une espèce de bombe à retardement qui va exploser dans la cellule tumorale une fois que le transporteur aura bien ciblé la cellule tumorale. Donc là, la protéine, enfin le vecteur qui nous permet d'aller jusqu'à la cellule tumorale, il va cibler la GP100, c'est-à-dire la même protéine qui est à la surface des mélanocytes que le tebentafusp. Et la petite bombe à retardement, c'est un inhibiteur direct de GNAQ, de GNA11. Donc, c'est une nouvelle classe de médicaments qui n'a jamais été utilisée dans le mélanome uvéal. Donc, au début, on fait ce qu'on appelle une étude de phase 1. On n'a jamais testé ce médicament chez l'homme et ça s'appelle une First in Human Study, étude première utilisation chez l'homme. Donc cette étude, elle a été réalisée chez 66 patients. En fait, c'est une étude intéressante parce qu'elle ciblait des mélanomes qui étaient mutés GNAQ, GNA11, mais qui n'étaient pas forcément des mélanomes uvéo. Il y a certains mélanomes rares, notamment intracérébraux, ou certains mélanomes cutanés qui peuvent rarement, mais partager ces mutations. Et c'est intéressant de construire un essai clinique non plus sur le nom d'une maladie,
mais sur une mutation ou une anomalie biologique à cibler. On a plus de chances d'être efficace. Donc sur les 66, 60 étaient des mélanomes uvéo, parce que c'est quand même la maladie où il y a ces mutations le plus fréquemment. Et les patients recevaient le médicament à des doses croissantes pour comprendre quelle est la tolérance du médicament et déterminer la dose recommandée en phase 2 et la toxicité dose limitante. Donc, des perfusions soit hebdomadaires, soit tous les 15 jours, d'un médicament à des doses qui ont varié de 4 à 24 mg par kilo. On a déterminé quelle était la toxicité dose limitante, c'est une hypotension artérielle. Donc, la toxicité dose limitante, c'est une hypotension artérielle, donc de grade 3, c'est-à-dire sévère chez un patient. Donc, ça, c'était 24. Donc, du coup, on a redescendu la dose et on a pu déterminer la dose recommandée en phase 2 comme étant 16 mg par mètre carré avec 2 possibilités de schéma, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Les toxicités, le spectre de toxicité de ce médicament, c'est fatigue, augmentation du calcium dans le sang, œdème périphérique avec prise de poids et sécheresse de la bouche. Ce qui est très intéressant, c'est que sur la première analyse qui date de 18 mois maintenant, chez les 35 premiers patients, 74% d'entre eux ont eu une réduction de la tumeur au moment de l'analyse. Et vous voyez sur ce schéma, c'est tous ceux qui sont en dessous la barre des zéros. Vous voyez qu'il y a des réponses à toutes les doses. Les doses, elles sont ici en couleur. Et vous voyez, il y a aussi des réponses pour les plus ou pour les moins, c'est-à-dire que les patients aient reçu ou pas du tebentafusp avant. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, on a l'analyse définitive avec la totalité de la population traitée. Je ne peux pas vous donner les résultats. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a, disons, 10% des malades qui progressent seulement avec ce traitement. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Et les résultats seront présentés au Congrès américain de l'ASCO cette année concernant cette cohorte de patients. Le darovasertib, donc c'est un inhibiteur de PKC qui a été reformulé, qui a changé de laboratoire entre-temps et qui a été d'abord étudié en monothérapie, puis en combinaison avec un médicament qui s'appelle le crizotinib, qui lui cible la voie MEK et le récepteur, la voie MET, pardon, et le récepteur c-MET à la surface des cellules de mélanome uvéal, dont le substrat est l'hépatocyte growth factor. Donc, dans la première cohorte de patients traités par l'association crizotinib darovasertib, 2 médicaments qui se donnent par la bouche. Chez les 60 premiers patients, vous voyez le nombre important de patients qui se situent en dessous de la barre du zéro, donc pour lesquels il y a eu une diminution de la tumeur. Donc 39% de réponse, c'est-à-dire de diminution de plus de 30%, et 59% de stabilisation. Réponse moléculaire ctDNA chez 94% d'entre eux. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, là, on retrouve, avec un autre médicament, une diminution de l'ADN tumoral circulant sous traitement corrélée à la réponse sur les images. Attention, toxicité digestive, fatigue, hypotension, œdème, avec la combinaison. Aujourd'hui, on est dans une étude de phase 3 d'enregistrement de cette combinaison chez les patients HLA A0201 négatifs en première ligne qui ont un mélanome uvéal métastatique. La première phase a consisté à trouver la meilleure dose de la combinaison et aujourd'hui, on teste une dose de l'association versus traitement au choix de l'investigateur. Ça vous rappelle quelque chose? Donc, cette étude, elle est chez les patients HLA A0201 négatifs. Donc, les patients ne sont pas éligibles au tebentafusp. Donc, on retrouve dans la problématique, c'est quoi mon traitement de référence? Il n'y en a pas, donc c'est au choix de l'investigateur entre une chimiothérapie et une immunothérapie. Il y a 350 patients qui sont en cours d'inclusion dans cette étude. La France y participe bien évidemment. Notre première impression comme oncologues médicaux,
et de l'étude à Curie, où on a une bonne quinzaine de patients inclus aujourd'hui, c'est que la combinaison, elle est très toxique sur le plan digestif et hypotension, parce que généralement, quand on combine des médicaments dans un essai clinique, on essaye de combiner des médicaments qui n'ont pas le même spectre de toxicité. L'un donne des boutons, l'autre donne la diarrhée. L'un a une toxicité cardiaque, l'autre a une toxicité sur les globules. Malheureusement, ces deux médicaments ont une toxicité digestive. Donc, si vous les mettez ensemble, ça fait une toxicité digestive encore plus importante, qui fait qu'il y a souvent besoin de faire des stops de traitement pour que les patients récupèrent ou de diminuer les doses. Plus on va diminuer les doses, plus on fait des stops, moins on a de chances d'avoir d'efficacité. C'est pas évident à manier, mais on est là aussi pour améliorer la prise en charge des symptômes sous un traitement qui est en cours d'étude et on s'améliore grâce aux patients avec des consignes alimentaires, des consignes d'hydratation, des traitements préventifs, des effets secondaires. C'est toxique, mais c'est efficace. La majorité de nos patients qui sont sous ce traitement ont rapidement une diminution de leur maladie hépatique. Ce médicament, le darovasertib, il est testé en néoadjuvant, donc ça c'est aussi très intéressant. Une étude de phase 2 chez des patients qui ont la tumeur oculaire en place et qui vont recevoir jusqu'à 6 mois de traitement par le darovasertib tout seul, donc pas l'association, avec comme but de faire diminuer la tumeur de l'œil, elle est représentée là, avec donc les personnes qui devraient être énucléées. Si la tumeur diminue, on va pouvoir peut-être éviter l'énucléation et les traiter avec de la radiothérapie conservatrice. Et les patients qui devaient avoir une radiothérapie, protonthérapie, curithérapie ou autre, on va peut-être pouvoir réduire le champ d'irradiation et donc les séquelles, parce qu'une radiothérapie, même par protonthérapie, elle induit des conséquences post-radiothérapie sur les tissus sains juste autour de la tumeur, et donc des séquelles visuelles, des séquelles de douleur, etc. Donc, si on réduit le champ, on réduit les potentielles séquelles du traitement de la radiothérapie. Donc, il y a une première phase test, ce qu'on appelle une étude preuve de concept. On commence par un tout petit groupe de patients et si cette étude preuve de concept est concluante, on va pouvoir l'étendre à plus de patients. L'année dernière, donc toujours le même congrès de l'ASCO où sont montrés les résultats des études importantes, sur les 15 premiers patients traités par darovasertib avant traitement local, on voit qu'il y a en médiane 30% de réduction sur la hauteur de la tumeur, c'est-à-dire la plus grande dimension, et 47% en volume. Bon, en volume, c'est normal qu'il y ait un pourcentage plus important de réduction, mais la majorité, vous voyez, il n'y a que 2 tumeurs ici et 2 ici qui ont eu une augmentation de taille alors que le patient était sous traitement médical. Du coup, pour ces patients-là, il y a eu une énucléation qui a été faite rapidement parce que l'idée, c'est on observe les choses mois après mois. Si on va dans le bon sens, on continue le traitement médical, donc les comprimés, parce que là, il s'agit de comprimés, jusqu'à 6 mois maximum avant de prendre la décision du traitement local de la tumeur oculaire. Si en revanche, on va dans le mauvais sens et que ça augmente, on arrête et on passe au traitement oculaire tout de suite. Donc, sur les 15 premiers patients, la majorité ont pu avoir les 6 mois de traitement avec des bons résultats en termes de diminution de taille et de volume de la tumeur. Et on a pu conserver l'œil qui était à l'origine prévu pour une énucléation dans 75%. Alors on ne s'emballe pas, 15 malades, c'est un tout petit nombre, c'est pas suffisant. En tout cas, ces 15 premiers patients permettent de donner le go pour une étude à plus grande échelle qui est en cours, également en France et à l'Institut Curie. On travaille main dans la main avec nos ophtalmologistes qui vont tous les mois voir les patients sous ce traitement et on poursuit, on arrête, on poursuit, on arrête. Le deuxième avantage d'un traitement médical précoce, c'est peut-être réduire le risque de métastase. Ça, c'est un objectif secondaire de l'étude, puisqu'il était prévu au départ dans l'étude que l'on puisse, après le traitement local, reprendre le même médicament en adjuvant, c'est-à-dire en situation de prévention des métastases pendant 6 mois supplémentaires.
Malheureusement, la FDA, qui est donc l'organisme américain de régulation et de contrôle des études cliniques, c'est une étude enregistrée auprès des États-Unis, puisque le laboratoire est américain, a décidé qu'on ne pouvait pas poser en même temps la question du néoadjuvant et de l'adjuvant, et a donc demandé que l'étude soit modifiée. Donc des fois, vous voyez, on est dépendant des autorités, et nous, ça nous a bien énervé. On ne pouvait faire qu'une étude néoadjuvante, mais surtout pas donner du traitement après. Et si on voulait construire une étude adjuvante, il fallait la faire séparément. Bref, on ne pouvait pas répondre à 2 questions dans une étude. Voilà. Donc, en cours, étude à suivre. Donc voilà, en conclusion, je dirais, aujourd'hui, le tebentafusp, c'est le traitement de référence de première ligne des patients métastatiques HLA A0201 positifs. Deuxièmement, si la réponse radiologique n'est pas suffisamment claire avec nos scanners et nos IRM, l'ADN tumoral circulant pourrait nous aider à mieux apprécier, mieux prédire le bénéfice en survie lié à ce médicament. Et donc ce médicament, il a le potentiel de changer les pratiques. Changer les pratiques, c'est-à-dire peut-être dans 10 ans, tous les patients HLA 0201 positifs atteints de mélanome uvéral auront 6 mois de traitement adjuvant après le traitement de la tumeur primitive. Peut-être. La deuxième chose, c'est que peut-être dans les mois à venir, on va mettre en place des essais en combinaison tebentafusp plus autre chose et encore améliorer le contrôle de la maladie métastatique. Peut-être qu'on va combiner ce médicament avec des traitements locaux régionaux qui tout seuls ne sont pas suffisants puisqu'ils ne contrôlent que la maladie dans le foie, mais qu'en combinant un traitement général et un traitement intrahépatique, on va encore améliorer les choses. Bien sûr, il nous faut des innovations pour la moitié des patients qui sont HLA A0201 négatifs. Et donc, je vous ai montré 2 exemples qui sont très encourageants. La place des traitements au moment du traitement de la tumeur primitive, des traitements médicaux, darovasertib en néoadjuvant, tebentafusp en adjuvant, les deux en même temps dans une étude clinique. Donc, ça va bouger assez vite. Dans les 5 à 10 ans à venir, on aura des nouveaux standards thérapeutiques. Et puis juste pour rappeler, mais ce n'est pas à vous que je vais le rappeler, vous le savez très bien, c'est une maladie rare, c'est un cancer rare. Donc on a besoin de vous, on a besoin des associations de patients pour relayer les messages qui sont participer aux études cliniques, participer à la collecte d'échantillons, interagissez avec nous, aidez vos collègues patients s'ils sont dans le besoin à joindre un centre de référence. Les centres de référence, c'est fait pour traiter les patients atteints de tumeurs rares, parce que dans la vie, en général, les tumeurs rares, elles sont trop rares pour qu'un oncologue lambda en ait vu suffisamment dans sa vie pour pouvoir le traiter le mieux possible et lui proposer des essais cliniques. Et tout ça dans des collaborations avec nos chercheurs ici, mais également au niveau international. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Piperno. C'était très clair et pourtant, il y avait beaucoup de choses. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre une première question. L'addition de corticoïdes pour diminuer une forte réaction de type allergique au traitement par tebentafusp vient-elle diminuer l'efficacité de ce traitement? Non, mais je vais me servir de celui-là. Merci pour la question. Donc, dans l'étude de phase 3, on utilise des corticoïdes par voie orale ou intraveineuse, donc ce qu'on appelle des corticoïdes systémiques dans moins de 10% des cas. C'est lorsque les patients font un syndrome de relargage cytokinique, c'est-à-dire une réaction immunitaire forte après les premières injections. On va les utiliser que quelques jours. Donc, je ne peux pas vous le prouver scientifiquement, mais je ne pense pas que quelques jours de corticoïdes changent l'efficacité du tebentafusp. On les utilise aussi sous forme de topiques, donc en crème, sur des zones limitées lorsqu'il y a des réactions cutanées qui sont très prurigineuses, qui grattent beaucoup et qui sont également difficiles à supporter, mais c'est pour également une durée limitée. Mais je n'ai pas la preuve formelle de ce que je dis. Souvent, on dit aussi que quand il y a beaucoup de réactions,
Ça veut dire qu'il y a aussi une efficacité sous-tendue? C'est ce qu'on connaît depuis, un certain nombre de Alors traitements, ouais, c'est une excellente question. Donc ça, c'était, au moment des résultats, intermédiaires après, 14 mois de suivi des patients dans l'étude de phase 3. On avait l'impression, qu'il y avait de meilleurs résultats chez les patients qui faisaient une importante, réaction cutanée au départ, puisque tout le monde ne fait pas une réaction cutanée très importante. Et en fait, en regardant les choses scientifiquement, c'est-à-dire en regardant les caractéristiques des patients qui avaient une grosse réaction cutanée versus ceux qui n'avaient pas de grosse réaction cutanée, on s'est aperçu que ce n'étaient pas les mêmes patients et que les facteurs de pronostic n'étaient pas équilibrés. Je vous parlais tout à l'heure de regarder des groupes comparables. Chez les patients qui faisaient plus de réactions cutanées, la masse tumorale était plus élevée, les paramètres biologiques qui reflètent cette masse tumorale comme les LDH, les phosphatases alcalines, bref, le bilan hépatique était beaucoup plus perturbé. Donc, ce n'étaient pas les mêmes patients en fait. Donc, on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de penser que faire une réaction cutanée plus importante est en faveur d'une meilleure réponse aux médicaments. oui, ça serait plutôt lié à la masse tumorale quelque part. Oui, la réaction. Oui, d'accord. Heu, Ensuite, mesurer l'ADN tumoral circulant chez patients HLA négatifs sous nivolumab a le même intérêt pour mieux connaître qu'avec IRM l'efficacité du traitement. C'est une super question. Bravo pour toutes ces questions. Donc, on n'a pas la réponse, mais possiblement que de suivre l'ADN tumoral circulant chez les patients traités par un autre traitement que celui-là, si ce traitement est efficace, bien évidemment, on va voir des différences, on va voir un taux qui baisse ou un taux qui monte si c'est inefficace. Il y a eu une première étude par le laboratoire du professeur Bidard il y a quelques années qui montrait que l'ADN tumoral circulant le taux d'ADN tumoral circulant était proportionnel à la masse tumorale. C'est assez facile à comprendre, mais encore faut-il le démontrer chez des patients métastatiques. Si vous avez un traitement inefficace, comment vous pouvez vous montrer qu'il y a une variation du taux d'ADN tumoral circulant dans le bon sens avec ce traitement? C'est difficile. Mais on n'a pas les données suffisantes pour les patients en dehors de ce traitement, le premier qui montre une certaine efficacité. D'accord. Moi, je me souviens que des traitements en immunothérapie dans le cancer du poumon, l'imagerie montrait des tumeurs qui avaient tendance à augmenter en volume. Et là aussi, les pneumologues avaient été très, très prudents à l'époque. Et en fait, c'était lié à un réaménagement qui faisait qu'on avait l'impression que ça progressait. En fait, ça progressait pas. Est-ce que ça serait ça serait aussi pareil pour ces métastases hépatiques? Alors, nos radiologues travaillent assidûment là-dessus. Ils se grattent beaucoup la tête pour apprécier la réponse. Le micro-environnement tumoral dans le mélanome uvéal et dans les métastases hépatiques, particulièrement le mélanome uvéal, il est défavorable. Il n'y a pas la réponse inflammatoire enfin antitumorale comme dans le cancer du poumon traité par un anti-PD1 par exemple. Donc je pense qu'on n'est pas dans le même cas de figure, mais il y a sûrement des techniques complémentaires d'études de la modification d'aspect des métastases sous traitement qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, ils travaillent sur d'autres paramètres, les radiologues. C'est pas évident chaque semaine en réunion multidisciplinaire, on a parfois du mal à catégoriser le patient dans il progresse pas, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est pas si simple. Moi, j'ai une question qui me titille. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait deux gènes de prédisposition dont on avait parlé, qui entraînent donc visiblement des antigènes à la surface des cellules cancéreuses plus ou moins différentes, importantes. Quel est le lien avec le système HLA qui vous sert finalement là il y en a un, il n'y en a pas un Ah non, mais c'est vraiment... Je saurais pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que tous ces traitements, par exemple le tebentafusp ou les traitements plus récents, heu, l'ADC, enfin le DIPS de 688 ou l'association, Daro-Criso, la réponse au traitement n'est absolument pas corrélée au type HLA du patient. D'accord. Donc vous sauriez répondre? Non, bah, moi non plus. Non.
Non, mais je vous embête depuis tout à l'heure, Non, hein. non, mais Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est moi qui ai posé une question. Alors ensuite, il y a une autre question. Comment sont choisis les patients pour l'étude Salomé? donc ils sont pas choisis, ils répondent à des critères d'inclusion qui sont prédéfinis par l'étude. Donc c'est tous les patients qui donc sont vus par nos ophtalmologistes et qui vont donc entrer dans le process du traitement local et qui ont ce qu'on appelle un haut risque de rechute défini par des critères de taille, c'est-à-dire d'épaisseur et de diamètre tumoral, ou d'analyse génétique de la tumeur, qu'elle ait été énucléée ou prélevée par une petite biopsie au moment de la pose des clips. Tous les patients qui rentrent dans les critères de haut risque sont adressés en oncologie médicale à l'un d'entre nous et on leur propose le protocole Salomé. Voilà. Donc ce n'est pas nous qui choisissons, c'est la présentation de la maladie qui fait que le patient est éligible ou pas. Nous proposons le traitement et le patient décide s'il souhaite ou pas rentrer dans l'étude. D'accord. Bonjour, Bonjour. merci pour la présentation. J'ai une question. Quand vous dites que les résultats sont prometteurs, notamment pour ceux qui sont les produits avec pour les HLA négatifs, Oui, ça veut dire que prometteur pour vous, c'est que ça réduit la tumeur, pas qu'elle disparaît, on est d'accord? oui, À ce stade, je veux dire, pour l'instant, on est sur la oui. diminution. Est-ce que cette diminution, si pour l'instant il n'y a pas de disparition, est-ce que c'est pour, on peut envisager une opération du coup qui n'était peut-être pas envisageable avant? Oui, c'est ce que j'ai voulu expliquer à la fin en disant que si on a des traitements efficaces sur le plan général, Oui. les traitements locaux régionaux vont avoir une place plus importante. Si vous contrôlez une maladie générale et que vous diminuez, c'est-à-dire que vous contrôlez des métastases, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces métastases? Des cellules vivantes, des cellules mortes, un mix des deux. Si la maladie ne se diffuse plus, que vous avez contrôlé, peut-être que les traitements locaux régionaux associés ont une place plus importante. Vous avez parfaitement raison. Oui, quand vous parlez de traitements locaux régionaux, je pensais que c'était quand on injectait directement dans le. Non, Je sais locaux pas, j'avais pas régionaux, compris que c'était l'opération aussi. alors c'est locaux régionaux versus on appelle systémique, c'est-à-dire un médicament qui passe dans tout le corps parce qu'il est pris en perfusion ou en comprimé. D'accord. Ok. Et juste une autre question, là, vous avez parlé des essais cliniques auxquels participe l'Institut Curie. Oui, Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent dans le monde bien auxquels sûr. vous ne participez pas? Et est-ce qu'il y en a qui sont prometteurs ou pas? Enfin, je sais pas Alors, si vous avez accès c'est à ça. peut-être faire preuve de peu de modestie, mais a priori, les études les plus intéressantes, l'Institut Curie y participe parce que grâce à nos ophtalmologistes, on a un recrutement très important de patients ici. En général, il peut y avoir d'autres centres en France, mais pas toujours parce que comment vous dire? Dans une tumeur rare, un laboratoire pharmaceutique, il n'a pas forcément l'argent pour ouvrir 15, 20, 30, 50 centres, sachant que chaque centre risque de recruter un ou deux patients, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc généralement, ils choisissent des centres pour lesquels ils sont sûrs qu'il y aura un nombre de patients suffisant. Donc en général, en France, s'il y a un centre qui doit être ouvert, c'est l'Institut Curie. Après, il y a des barrières administratives. Il y a parfois des essais qui ne peuvent pas être ouverts en Europe parce que le laboratoire veut d'abord le tester sur le continent américain et ne l'ouvre pas en Europe. Par exemple, le darovasertib, le premier essai, n'a pas été ouvert en Europe. Il a été uniquement fait au Canada et aux États-Unis. C'est depuis l'essai de phase 3 contre traitement au choix de l'investigateur qu'ils ont ouvert des centres européens. Mais c'est dans leur propre intérêt. C'est que s'ils veulent que l'EMA, l'Agence européenne du médicament, enregistre le médicament et donc que ça dégouline à tous les pays européens, puisque c'est une autorisation européenne et après chaque pays décide, mais il faut cette autorisation supranationale. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait des centres européens participants. Il y a des études qui sont académiques, c'est-à-dire, mes collègues ont expliqué tout à l'heure, parfois chez 10 ou 20 patients seulement, qui sont faites dans un seul centre, qui soit sur la Lune, sur Terre, aux États-Unis ou en Australie. Donc ceux-là, par nature, ils ne sont pas multicentriques et ils sont généralement limités à un centre. D'accord. Voilà. Vous Mais êtes non, on ne un- participe pas à tous les essais du monde, ça vous avez parfaitement raison. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a des essais, je ne sais pas si vous le savez, parce que là, c'est que des cas où les gens ont des métastases actives au moment où ils prennent les traitements. Est-ce qu'il y a il y a des essais qui sont prévus
pour les gens qui ont été opérés, qui n'ont pas encore de nouvelles métastases, mais pour prévenir l'apparition de métastases? De nouvelles métastases, qui ont déjà eu des métastases, Oui, pour éviter qu'elles ne reviennent. oui, ça. Parce que vous avez parlé de l'œil pour éviter, voilà, mais une fois que l'œil a été traité, qu'il y a eu une première apparition de métastase, est-ce qu'il y a Alors, quelque pour chose l'instant, de prévu? il y a une étude qui n'est pas tout à fait la même, qui est une étude qui est faite en Grande-Bretagne avec le Tementa-Fusp. Donc, c'est pas tout à fait ce que vous voulez dire, mais c'est un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que les patients, ils sont suivis après le traitement de l'œil et on recherche de l'ADN tumoral circulant. Et si cet ADN tumoral circulant apparaît, même s'il n'y a pas de cible radiologique, on va leur donner 6 mois de Tebentafusp. Donc, c'est ce qu'on appelle la maladie résiduelle moléculaire, voilà, pas visible. Donc, ça pourrait être appliqué à ce que vous dites, c'est-à-dire après un premier traitement de métastase. En général, il peut y avoir un traitement local, notamment la chirurgie de métastase, et il n'y a pas d'autre poussée derrière. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de raison de donner systématiquement, après une première chirurgie de métastase, par exemple, un traitement préventif d'une deuxième rechute métastatique. Sauf si on regarde l'ADN tumoral circulant et qu'on se dit que c'est Oui, peut-être mais pour ça, intéressant. il faut construire une étude. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de patients. Je vous ai dit qu'il y avait à peu près 10% des patients qui étaient en vrai opérés de façon curative, c'est-à-dire dont on est certain de pouvoir enlever la maladie au final. Donc, nous, ça fait même pas 20 malades par an, c'est ça, Manuel? Même pas 20 malades. Voilà, donc allez-y, il faut construire un essai randomisé avec 20 malades, vous avez 2 heures. Ok, C'est pas possible en fait. je comprends. C'est pas possible. Ok. Et dernière question, il est régulièrement indiqué que 30 à 50% des patients développent des métastases. Cette donnée est-elle toujours d'actualité? C'est aussi une excellente question. Donc ça, c'est une phrase qu'on trouve dans tous les articles et qui est une moyenne de médiane de moyenne. Le risque qui dépend de la taille, mais surtout de l'analyse génétique de la tumeur. Donc les patients qui ont et la mososomie 3 et les gains du chromosome 8 partiel ou total, ils ont un risque de rechute qui est supérieur à 50%. Au niveau métastatique. Et ceux qui n'ont aucune de ces anomalies, ils ont moins de 10% de chances de faire des métastases à 10 ans. Donc vous voyez que l'intervalle, il est très grand. L'intervalle, il était grand, donc c'est une moyenne, mais voilà. Oui, c'est l'hétérogénéité de la maladie et le Exactement. peu de population finalement atteinte, même si ça en fait quand même pas mal Voilà. à traiter.